Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, on a un énorme sujet très actuel, surtout pour toi qui m'écoutes, à discuter. Comme tu as pu le voir par le titre, on va discuter d'un truc qui te pourrit la vie, qui continuera à te pourrir la vie tant que tu ne fais pas les choses pour y remédier. Mais avant ça, mais avant ça, parlons un peu de cette semaine. Là, c'était la dernière semaine de janvier. Il est temps de faire un bilan. Déjà. Oui, les bilans arrivent très vite. On est déjà à 1/12 de 2026. Ça fait déjà 30 jours, pardon, 31 jours, que des personnes ont dit ouais, je vais changer ma vie, ouais, cette fois-ci c'est mon année, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça. Et honnêtement, ceux qui ont décidé de changer leur vie, bah, il y en a que, ouais, 31 jours, ça fait beaucoup, hein. Et là, la machine, elle est lancée. La machine, elle est lancée. Et pour les autres, je vous dis à l'année prochaine, hein. Je vous dis à l'année prochaine. Parce que, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer. De ce que je pense, le 7 février, il n'y aura pas une réalisation tout d'un coup de ah putain, non, en fait, j'ai perdu, il faut que je me reprenne. C'est possible. Et moi, je le souhaite toujours. Je le souhaiterais toujours à quelqu'un qui se dit ouais, ok, bon, j'ai merdé le premier mois, mais vas-y, je vais me reprendre. Le problème, c'est que dans le commun des mortels, le 7 février, ben non, je peux pas commencer une résolution le 7 février. Ben non. Je peux pas le poster sur mon Instagram de merde, sur ma story de merde, où est-ce que tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde va l'avoir oublié dans 24 heures. Ben non, parce que ça va pas faire assez de vues. Je pourrais pas dire aux gens, ouais, 2026, ça a été mon année, parce que 1er janvier, j'ai New Year, New Me, j'ai tout réussi, tout dead. Vraiment, c'est trop bien. Ben non, le 7 février, je peux pas, c'est une date de merde. Le 5 mars, non. 26 avril, non, je peux pas. Moi, il faut que j'attende le 1er janvier. 1er janvier, tu vois, c'est top départ. Et après, c'est fini. Sinon, la course, elle est ratée. C'est un bateau. Tu vois, le truc, c'est un bateau, c'est un train. Ça vient une fois, t'embarques, et après, ça part. Alors que non. Bah non, en fait. Ce qui est beau avec la vie, c'est que c'est un marathon permanent. T'es à la ligne départ, t'as décidé de pas partir, t'as décidé d'attendre. Ok, bah en fait, tu pars quand tu veux. Et ce qui est beau, c'est que tu ne connais pas la ligne d'arrivée, mais que chaque pas que tu fais te fait progresser. Dans une course d'une durée indéterminée. Mais les gens le voient plutôt comme un bateau, comme un train, comme un truc que tu dois réussir, tu dois partir exactement au bon moment, comme tout le monde, le 1er janvier. Sinon, ah, putain, ah, c'est chiant ça. C'est chiant. Faut que tu partes l'année prochaine. Alors, ha. Et bah, ces personnages, je vous dis à 2027. Pour le reste de l'année, je sais pas trop qu'est-ce que vous allez faire, mais bon. Et je dis ça, bien sûr, hein, si tu te rends compte que dans ta situation, t'as foiré ton début d'année, t'as compris que il reste encore 11 mois, hein. Il reste encore 11 mois. Donc vas-y, relève-toi. Et pour tous les autres qui ont continué leur bonne résolution et qui ont pas abandonné, eh ben, je vous dis bravo, mais je vous dis aussi, il reste 11 mois. Il reste 11 mois où vous pouvez foirer. Et donc, bah, bonne chance. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, l'idée m'est venue en fait lorsque je repensais un peu à mon enfance et à comment mes parents ont fait des choix qui m'ont vraiment permis de devenir un homme rapidement. Plus rapidement que beaucoup de personnes. Je m'explique. Quand j'avais, disons, 9, 10 ans, j'étais une petite boule d'énergie. Vraiment, j'étais une boule d'énergie. J'étais incapable de rester sur une chaise pendant 1 heure de cours. C'était fou, c'était impossible. Vraiment, je parlais à tout le monde, je me levais tout le temps, je faisais le con et tout, j'étais pas capable. Et bien sûr, bah, j'avais des bonnes notes. J'avais des bonnes notes à l'école. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Bon, ça serait pour un autre podcast, mais jusqu'aux études supérieures, donc jusqu'à peu près à 18, 19 ans, où là, je me suis pris une énorme uppercut lorsque je suis arrivé dans les vraies études et lorsqu'il fallait réellement travailler. Mais bon, ça sera un autre sujet. Mais ouais, quand j'étais jeune, j'ai vraiment toujours eu des très bonnes notes, assez facilement, surtout en maths. J'étais très très fort.
Mais j'étais incontrôlable. Je bougeais tout le temps, je parlais avec tout le monde, je faisais chier en fait. Je cassais les couilles aux profs, complètement. Et donc, bah, ils ont convoqué mes parents, etc. Et ils leur ont dit, ouais, vous savez que il existe un nom pour cette condition. Et là, faut imaginer mon père, faut imaginer mon père et ma mère. Tu leur dis, donc vous expliquez qu'il existe une condition où un enfant est un petit con, bon, petit con, il est intelligent, mais c'est une boule d'énergie. Oui, en fait, ça s'appelle être un enfant. En fait, non. En fait, ça porte un autre nom, ça s'appelle le TDAH, le trouble du dysfonction de déficience d'attention et je sais pas, hyper quelque chose. Tu sais quoi? Je vais chercher maintenant avant d'avoir l'air con. Qu'est-ce que TDAH veut dire? TDAH. Hop. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ah bah je peux te confirmer, putain, que moi c'était avec. Même extra hyperactivité, vraiment. C'était méga activité, j'étais incontrôlable. Et donc elle leur dit, ok, bah c'est cool, ok, mon fils il est TDAH peut-être, ok. Et elle leur dit, oui, donc vous savez qu'il existe des médicaments qu'on peut donner à votre enfant pour qu'il se calme. Et là mes parents ils font, attends. Médicaments, médicaments d'habitude on donne ça quand quoi, t'as une grippe, quand t'as le rhume, bon, à la limite quand t'as mal à la tête. Ok, là tu veux donner un médicament à mon enfant parce que il bouge. Hmm, ok. Non, non, t'es trompé. Non, t'es trompé. Et donc, ben, mes parents ont dit non. Ils ont dit non, ils ont dit mais vous êtes malade, vous êtes complètement fou. Vous voulez donner une drogue à mon enfant? Parce que oui, après, faut appeler un chat, hein. Le médicament, c'est de la drogue. C'est juste, bah, c'est comme si je donnais du cannabis à un enfant, sauf que là, bon, elle a été prescrite par un médecin et bah, c'est tout. Voilà. Donc, ok. Et en fait, dans cette réunion, il y avait aussi un autre enfant. Bah, des parents plutôt d'un autre enfant qui était dans la même situation que moi. Qui était hyperactif et tout ça. Et en fait, ses parents à eux, plutôt, ses parents à lui, ils ont décidé de lui donner le médicament, d'accepter la proposition de la dame. Je pense que c'est la directrice ou je sais pas quoi. Et donc, mes parents ont pu observer comment. Et ça, ils m'en parlent tout le temps. Parce que moi, bien sûr, j'ai pas réalisé à ce moment, ils m'en ont même pas parlé. Mais mes parents, ça les rendait fous. En fait, ils ont dit, vous allez faire votre travail de prof, vous allez faire votre travail d'enseignant, et vous allez apprendre à mon enfant à canaliser son énergie. Et nous aussi, bien sûr. Et ils ont trouvé d'autres solutions alternatives. J'avais un carnet que je devais remplir que le prof devait remplir chaque jour pour dire si j'avais été calme ou pas. Et le soir, quand je revenais et que j'avais réussi à être calme, bah, j'avais une récompense. Je pouvais jouer 15 minutes à la Xbox. Je pouvais, je sais pas quand, on regardait un film si c'était le week-end. Si je passais toute la semaine. Tu vois, je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle de ça parce que ça m'a vraiment impacté. Parce que moi, je voulais réellement réussir à rester calme, mais j'y arrivais pas. Et lorsque je réussissais à me forcer, en fait, même à cette époque-là, lorsque je réussissais à me dire, Safe, il faut que tu réussisses à passer à travers tes pulsions, faut que tu réussisses à te contrôler, et que je passais toute la semaine calme, j'avais une récompense de fou. Je pense que c'était soirée pizza et tout, j'étais comme un fou. Donc tu vois, avec la récompense, avec le système de récompense, et à l'inverse aussi, le système de punition, lorsque je n'arrivais pas à rester calme, bah, j'avais une punition. J'avais pas le droit de toucher à l'Xbox le week-end, j'avais pas le droit de sortir avec mes potes, etc. Et ça a fonctionné. Bon, ça a pris plus de temps et plus de travail, mais voilà, déjà mes parents ont implanté la graine de bah, les bonnes choses prennent du temps et sont d'habitude dures à exécuter. Et les solutions rapides ont d'habitude des effets secondaires. Et parlons-en des effets secondaires, des putains d'effets secondaires, parce que l'autre enfant, là, l'autre gamin qui était dans la même situation que moi, où les parents ont décidé de lui donner cette drogue, s'est rendu un zombie. C'était devenu un zombie. Mes parents ont dit, ils ont eu pitié de le voir parce que il n'avait plus aucune énergie. Et un enfant sans énergie, un enfant apathique, ce n'est plus un enfant, c'est une espèce de zombie. C'était horrible. Elle disait vraiment, ça lui faisait mal au cœur. Ma mère surtout, ça lui faisait mal au cœur de le voir comme ça. Tu sais, il avait plus d'énergie, il avait plus envie de rien faire. C'était horrible. Et surtout, l'effet secondaire principal, c'est si l'enfant n'a plus ce médicament, n'a plus accès à ce médicament pour X ou Y raison. Qu'est-ce qui se passe avec son comportement? Qu'est-ce qui se passe avec toute cette énergie qui va revenir? Parce que bien sûr, le médicament qu'il lui donne, c'est un pansement un peu. Ça sert à cacher, à camoufler son énergie.
Mais elle est encore là, cette pulsion, ce désir de toujours bouger, toujours aller partout, toujours parler, un peu d'être stressé tout le temps. Bah, elle va revenir. Et l'enfant n'aura jamais réussi à contrôler cette énergie, à contrôler cette pulsion, à la canaliser dans des situations convenables, dans des moments convenables. Ou par exemple, moi, en EPS, lorsque j'étais en éducation physique, où il fallait faire du sport, mon Dieu, j'étais le plus énergique, hein, je courais partout. C'était le best, surtout quand il n'y avait pas de règles. Un jeu, je sais pas, quand on jouait à chat, quand on jouait à... Je me rappelle même plus des noms des jeux qu'on jouait, mais c'était incroyable. C'était fou. Ben ça, par exemple, c'était un moyen de canaliser mon énergie. Et donc, si je reviens au principe d'infantilisation, dans la société aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, à travers des discussions, à travers des... Parce que j'étais pas le seul enfant à qui ça a été proposé, cette option-là. Ben, du coup, les parents, à qui les parents à qui on a proposé les médicaments, les trucs pour calmer, les solutions rapides, ben, j'ai remarqué que il y en a beaucoup qui ne grandissent jamais, en fait, qui restent toujours des enfants, qui restent toujours des personnes à qui on doit adapter la situation, à qui on doit trouver une solution rapide pour leur régler un problème, à qui on n'est pas capable de dire, bon, c'est quoi Timothée, c'est quoi Antoine, calme-toi, calme-toi, deviens un homme et maîtrise tes pulsions, maîtrise ton comportement. Non, on est plutôt en mode, non mais en fait c'est pas ta faute, en fait c'est parce que t'es TDAH, t'es ABCD, t'es ZZZZ, t'es gna 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 gna. En fait tu peux dire, non mais en fait c'est pas ta faute, en fait c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. En fait c'est pas ta faute. Et à chaque fois on leur dit ça, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, tiens on va adapter ça, tiens on va prendre ça, tiens on va ci, on va... À un moment la vie c'est pas comme ça. La vie ne peut pas tout adapter. À un moment tu dois accepter d'être différent et tu dois faire en sorte que soit ça devienne une force, ou soit à la limite ça ne devienne juste pas un handicap. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est-à-dire, j'ai des gens autour de moi, ils bégayent de fou, et ils arrivent quand même à faire des activités, des domaines où ils doivent parler. Tu réalises? Ils bégayent, donc on leur dirait, non mais en fait c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Tu bégayes, c'est pas ta faute. Euh, non mais en fait, non, fais pas un truc de parler, mais si tu veux faire un truc parler, en fait on va faire en sorte que tu aies plus de temps. Non, t'as pas plus de temps, ils n'ont pas plus de temps. Ils ont le même temps que les autres, et juste ils apprennent à se démerder, et ils apprennent à faire en sorte que leur handicap devienne un combat supplémentaire, et que ça témoigne de leur force. À chaque fois, ça nous inspire, et si je peux prendre un exemple concret de ça, ça nous a toujours inspiré, tu sais, les vidéos sur YouTube, les vidéos sur Instagram, un mec, il a perdu ses jambes, un mec, il est devenu aveugle, il a eu n'importe quel problème de fou, un handicap de fou. Et en fait, il a accompli plus que ce que la majorité des gens sans handicap arrivent à accomplir. Il y a un Canadien qui est connu, qui a été diagnostiqué avec un cancer, à qui je pense il manquait une jambe. Il a décidé de traverser le Canada à la course. Et il l'a presque accompli. Malheureusement, il est décédé dans sa course du cancer. Terry Fox. Je pense que c'est Terry Fox, il me semble. Le nombre de personnes qui ont accompli des Ironman alors qu'il leur manque des jambes, alors qu'il leur manque un bras. Le nombre de il y a des artistes aveugles, des peintres aveugles, des chanteurs qui étaient à la base muets ou sourds. Oh, Beethoven était sourd. Beethoven était... Beethoven était sourd. Regarde ce qu'il a composé. Et regarde ce que la merde que les gens arrivent à composer avec deux oreilles fonctionnelles. Tu vois, donc en fait, à chaque fois, ça nous motive de voir des gens qui ont des difficultés, qui ont des handicaps, comme par exemple le TDAH, qui est une vraie cause, hein, qui est une vraie maladie. Je ne suis pas en train de remettre en question le TDAH. C'est une vraie maladie. Après, est-ce que je l'ai? C'est ce qui est drôle, hein, c'est que je n'ai jamais été diagnostiqué de TDAH. Et pourtant, aujourd'hui, j'arrive à canaliser mon émotion. J'arrive à canaliser mon énergie. D'ailleurs, c'est même un compliment que les gens me donnent. Ils me disent, Safe, tu restes calme. Tu es capable de rester calme, concentré, focus.
sur tes objectifs, focus sur quand on te donne une tâche, comment tu fais? Et je leur dis, les gars, vous savez qu'il y a une dizaine d'années, j'étais considéré comme TDAH. Mais en fait, je ne me suis jamais considéré comme handicapé. Je me suis jamais reposé sur ouais, mais tu vois, je suis TDAH. Le nombre de personnes, la dyslexie, la dyscalculie, la dis ce que tu veux, la discothèque, je sais pas, mais qui utilisent ce truc-là pour savoir, pour juste justifier qu'ils savent pas faire des maths, pas faire un calcul mental, qu'ils savent pas écrire comme il faut, qu'ils ont une mauvaise orthographe en français, qui savent, qui n'ont jamais pratiqué la lecture. Parce que tu dis à quelqu'un, par exemple, qui est dyslexique, donc dyslexique, qui a de la difficulté à lire. Ok, c'est quand la dernière fois que tu as lu un livre? Euh, Collège ou lycée. Ah! Donc il y a plus que quoi? 2, 3, 4, 5 ans? Ah bah oui. Bah ok, en fait t'es pas dyslexique, c'est juste que tu lis pas. Et donc, comme toute compétence, lorsqu'elle n'est pas recrutée régulièrement, elle s'atrophie un peu, elle disparaît. Elle se rouille même. Elle ne disparaît pas complètement, elle se rouille. Ah, t'es dysorthographique? Ok. C'est quand la dernière fois que t'as écrit quelque chose sans qu'il y ait un clavier en fait et que tu tapes dessus? C'est quand la dernière fois que t'as pris un crayon et que t'as écrit quelque chose? Euh... Non mais quelque chose, pas un mot, hein. Un texte. C'est quand la dernière fois que t'as écrit un texte? Parce que la dyscalculie, la dysorthographie, il y en a plein d'entre vous qui sont probablement 10 quelque chose. Ben justement, prends cette situation comme une chance. Prends cette situation comme une chance de dire ouais, ouais, je suis dyscalculique et check, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je suis mathématicien et je t'emmerde. Je suis trop fort en calcul mental et je t'emmerde. Parce que là, les gens, ils pourront rien faire sauf fermer leur gueule. Ils vont te regarder et vont dire attends, tu me dis qu'il est malade et qu'en plus là, il est plus fort que moi. Donc tu viens de les baiser deux fois. Parce que si t'étais juste plus fort que eux, ils diraient ouais, mais tu vois, il a des facilités. Et non, petit con de merde, je suis dyscalculique, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je lis plus vite que toi alors que je suis dyslexique. J'écris mieux que toi alors que je suis dysorthographique. Et ce que tu veux, en fait, c'est trop fort, c'est trop bien. Je suis plus calme, plus serein que toi alors que je suis TDAH. Et je te baise. Et je te baise. Simple, efficace. Carré précis, ma vieja las. Et donc vraiment, ce concept-là, c'est l'infantilisation par excellence qu'il y a dans la société. Le principe de dire, parce que tu as des handicaps, parce que tu as ci, parce que tu as ça, on va adapter pardon, la situation pour toi, pour que ça soit plus facile. Non, moi ce que je vous dis, c'est devenez des hommes. Putain de merde. Devenez des hommes. Arrêtez d'attendre que la société s'adapte à vous. Devenez plus fort, malgré vos difficultés, malgré vos handicaps. Devenez plus fort. Et oui, ça va être dur et oui, vous allez en chier plus que quelqu'un qui n'a pas votre handicap. Alors que lui devra faire, on va dire, une intensité de travail de 5, vous devrez fournir le double, le triple, le quadruple de l'intensité de travail pour le même résultat, attention. Et oui, ça va être chiant, et oui, vous n'aurez pas de reconnaissance parce que les gens vont dire ouais, mais t'as donné autant d'efforts pour seulement obtenir ce résultat-là? Et ouais, fils de pute. Et je t'emmerde parce que j'ai des difficultés, mais parce que je vais pas laisser ces difficultés m'infantiliser et rester un enfant indéfiniment. Rendu à l'université, rendu à l'université, ok, aux examens et tout ça, il y a plusieurs personnes qui ont encore ce concept qui m'échappe, que je considère très 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 infantilisant, du tiers-temps. Du tiers-temps. Le truc que tu as le droit à plus de temps. Mais gros, est-ce que tu penses que ton employeur, là, quand il va te demander de faire une tâche, si tu deviens, je sais pas, ingénieur, tu deviens avocat, tu penses qu'on va te laisser plus de temps? Est-ce que tu penses qu'on va te laisser plus de temps pour compléter la tâche? Quel employeur va t'engager? Et ils en auront rien à foutre. Tu n'auras aucune direction, aucun RH, aucun ce que tu veux à aller voir pour demander du tiers-temps. Ils vont pas te donner tiers-temps de plus. Frérot, la voiture, elle doit être construite demain. L'opération, elle doit avoir lieu demain. Le contrat, il doit être rédigé pour ce soir.
Il n'y a pas de tiers-temps. Il y a le temps imparti, point. Et que tu sois blanc, noir, arabe, femme, homme, que tu sois handicapé, ce que tu veux, que le français ce soit ta première ou ta cinquième langue, tu as une tâche à faire. Fais-la. C'est tout. Point. Et donc, quand tu es rendu, bon, quand tu es au lycée, au collège, ok, je vois le tiers-temps comment ça peut aider. Parce que tu es encore jeune. Mais le problème, c'est que ça met une béquille sur laquelle beaucoup de personnes se reposent. Tout le temps. Tout le temps. Ils disent, ouais, mais si seulement j'avais le tiers-temps. Ouais, mais moi, avant, j'avais un tiers-temps. Ouais, mais ça m'aidait d'avoir. Ok, ça t'aide. Ouais, c'est super, tu vas avoir ton diplôme. Par contre, tu n'as pas les mêmes compétences que les autres. Tu n'as pas les mêmes compétences que les autres. Et moi, je vais me battre bec et ongle pour inciter les gens qui ont le droit au tiers-temps de ne pas l'utiliser. De ne pas l'utiliser, de se dire, ok, là, c'est ma chance, là, vas-y, je me mets à fond. Et peut-être tu vas avoir des notes pas trop incroyables, pas trop folles. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pousse, pousse. Travaille plus dur, apprends à écrire plus efficacement, apprends à lire plus efficacement. Révise mieux ta matière. Ça, c'est une raison de plus. Par exemple, je sais que mon ami qui bégaye, lorsqu'il doit participer dans des cours en groupe ou des trucs comme ça, il a moins le droit que moi d'improviser. De se dire, bon, c'est pas grave, je vais pas préparer mon truc et je vais faire au feeling. Donc après, si il décide d'improviser et qu'il se chie, bah, il pourra pas dire, oui, mais c'est parce que en fait je suis comme ça. Non, non, non. Il se dit, bah j'ai merdé, je dois me préparer mieux. Plus, plus tôt. Donc même chose, pour ceux qui ont le droit au tiers-temps. Ils doivent pas se dire, ouais, j'ai foiré l'examen parce que en fait j'avais le droit au tiers-temps avant et que là je l'ai pas. Non, ils doivent se dire, là j'ai pas le droit de réviser à moitié. J'ai pas le droit d'être lent, j'ai pas le droit de mal dormir la veille. Il faut que je sois au taquet pour obtenir le même résultat, ou peut-être même légèrement inférieur, que des gens qui ont des facilités et qui, la veille, seront sortis en boîte, auront révisé 2 minutes avant d'aller à l'examen, et ils auront le même résultat que moi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que la discipline, la rigueur de travail que tu vas développer avec cette mentalité, tu es sûr, et je te le garantis, et là écoute-moi très très bien. On est à la fin de ce podcast, et là c'est la leçon que tu dois retenir. Tout ce travail, tous ces efforts, toute cette charge supplémentaire causée par ce handicap, par cette différence, pour faire en sorte que tu vas devenir quelqu'un de tellement puissant, d'inarrêtable. Parce que tu auras connu c'est quoi la merde, tu auras connu c'est quoi la difficulté, tu auras connu c'est quoi être différent. Et lorsque tu auras de plus en plus de facilité à faire les choses, parce que ça va arriver, lorsque tu écriras plus rapidement, tu réfléchiras plus rapidement, tu seras prêt plus rapidement à faire les choses, et qu'au contraire, les autres se seront reposés sur leur laurier, sur leur facilité, et que tout d'un coup la vie deviendra plus difficile et demandera plus pour vous et pour eux, du coup pour toi et pour eux, mais toi tu seras prêt, toi tu seras armé. Tu auras développé le mindset, tu auras développé les outils pour te sortir de la merde, devenir meilleur progressivement, alors que lui va se faire gober tout rond. Il va se faire manger par des gens comme toi. Et les employeurs, les associés, les adhérents, peu importe qui, vont préférer aller avec quelqu'un comme toi, où ils savent que tu es sérieux, ils savent que tu es pro, ils savent que tu es carré parce qu'ils savent tout ce que tu as traversé pour atteindre ce niveau, alors que les autres, qui auront eu des facilités toute leur vie, ben ils vont se dire, je comprends pas. Avant, c'était facile pour moi. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce que je fais à ce moment? J'ai jamais appris à faire ça. En d'autres termes, pendant que eux seront restés des enfants en croyant être des hommes, tu seras devenu un homme réellement. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.